ensemble. Une émission proposée par Anne. Le Fonds arménien de France poursuit son chemin, ce chemin tracé il y a 25 ans avec la volonté de contribuer à la construction de l'Arménie et de l'Artsakh. Pour cela, un phonéton est organisé chaque année sur tout le territoire français et des dizaines de membres, appuyés par des centaines de bénévoles, tentent d'un côté de récolter les fonds nécessaires et de l'autre mettre en exécution les projets qui se développent eux aussi, puisqu'on est passé de la construction d'infrastructures à la mise en place de fermes, la production de lait, l'exportation de fromage, jusqu'à l'installation de panneaux solaires et pourquoi pas l'ouverture de terrains de sport. C'est de tout cela que nous parlerons aujourd'hui avec les représentants du Fonds arménien de France. Michel Pazoumian, vice-président du Fonds arménien de France, bonjour. Bonjour. Solène Kevorkian, directeur du Fonds, bonjour. Bonjour. Et Rafi Ekimian, chef de projet solaire, bonjour. Bonjour. Nous serons en ligne avec deux intervenants qui ont été de voyage vers l'Arménie et l'Artsakh récemment, qui nous apporteront leur témoignage. Et nous parlerons essentiellement de trois volets aujourd'hui. Donc le développement agricole du Davouch, un sujet que nos auditeurs connaissent désormais très bien. Un deuxième volet, le crowdfunding énergie solaire pour Ditavan et Agnarpul cette année, puisque vous savez qu'il y a eu un premier crowdfunding réussi l'an dernier. Et puis on parlera pour la première fois déjà de l'inauguration du terrain de handball à Stepanakert. Voilà donc les trois sujets, les trois axes essentiels de cette discussion. Et commençons justement avec le développement agricole du Davouch. Solène Kevorkian, vous êtes sur place désormais en Arménie. Quelle chance, diront certains. Et donc, dites-nous quelles sont les dernières nouveautés du Davouch, le Davouch des Arméniens de France. Très bien. Je suis la moitié de mon temps effectivement dans le Davouch, plus particulièrement dans le village de Loussadzor où nous avons une ferme de 200 vaches. Pour l'année 2018, on s'est concentré sur deux activités. La première, c'est de commencer à développer l'agriculture et la production des aliments pour notre propre bétail. En fait, 200 vaches mangent l'équivalent de 800 à 1000 tonnes de nourriture par an. Jusqu'à présent, donc, au tout début de la création de la fondation Imna Davouch, on s'approvisionnait en Russie, en Géorgie. Depuis 2 ans, ce n'est plus le cas. On s'approvisionne en Arménie. Simplement, pour cette année, on a décidé donc de nous approvisionner le plus possible dans la région du Davouch pour aider cette population qui est pauvre globalement. Donc, on a commencé ce travail il y a 8 mois par une annonce dans tous les villages pour demander aux maires et aux habitants des villages de mettre à notre disposition des terrains agricoles. Il faut dire que depuis l'indépendance de l'Arménie, depuis la fin de l'URSS, beaucoup de terrains en Arménie ne sont pas cultivés, ce qui est un problème réel, ce que le nouveau gouvernement d'ailleurs va corriger. Dans son discours, à le souhait de corriger. Nicole Pachinian avait annoncé qu'un tiers des terres n'étaient pas mises en utilisation. Et donc, ça pose un problème au niveau de la création de richesses et aussi l'exode des gens, puisqu'on ne travaille pas la terre, on s'en va. Oui, d'autant plus qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le pays, c'est que une partie des aliments était importés en Arménie, ce qui n'est pas une bonne chose. Le but de l'opération, c'est de faire en sorte à ce qu'on soit autonome au niveau alimentaire.
Bref, il y a 8 mois, nous avons lancé cet appel à la population. Il y a des difficultés d'ordre foncier qui sont réelles en Arménie. Je vais en parler 2 à 3 minutes. Ça mérite notre attention. En fait, vous avez beaucoup de terrains dans les villages qui sont inutilisés parce que il n'y a pas eu, par exemple, d'acte notarié. Un acte notarié, c'est de l'ordre de 150 euros. 150 euros, c'est une somme importante pour des villageois. Donc, on a beaucoup de terrains qui sont sans propriétaire désigné, officiel, ce qui est un souci. En dehors de ces on parle des terrains utilisés ou non utilisés? Non utilisés. Non utilisés. Absolument. En dehors de ces terrains, donc, il y a également des terrains communaux, et c'est là-dessus que le nouveau gouvernement, donc, va faire pression, et ce qui est une bonne chose. Il y a pas mal de terrains communaux qui ne sont pas utilisés. Donc, tout ça est un problème, parce que au bout d'une trentaine d'années, quand un terrain n'est pas labouré, il est extrêmement dur de le labourer. Nous, on a commencé à travailler dans le village de Lusadzor, où se trouve la fameuse ferme de référence dans le cadre du projet des Hauts-de-Seine. On a là-bas récupéré l'équivalent de 60 hectares de terre, dont la moitié irriguée. 60 hectares de terre. Un autre problème dans l'agriculture, oui, l'irrigation. Bien sûr, absolument. Voilà, parce que l'eau n'arrive pas partout. Non. Malgré le fait que les Hauts-de-Seine et le Fonds arménien aient financé l'équivalent de plus de 30 kilomètres de canaux d'irrigation, ça ne suffit pas. En plus, il y a quand même un problème d'irrigation secondaire. C'est-à-dire qu'en dehors d'un grand canal qui va arriver au-dessus de terrains à labourer, il faut de l'irrigation interne avec des tuyaux, etc. Ce n'est pas très simple. Mais actuellement, donc, avec ces 60 hectares, ça nous permet de faire travailler à peu près 50 familles du village de Lusadzor, en dehors des salariés qui travaillent à la ferme, qui sont de l'ordre de 20 à peu près. Et donc, on va avoir pour la première fois une partie de nos aliments qui seront assurés par nos propres moyens. Ça n'a pas été facile, parce que pour un paysan, louer sa terre au-delà d'un an est un problème. Ils étaient tous opposés à louer une terre au-delà d'un an. Le problème est le suivant, c'est que quand vous semez, par exemple, de la luzerne pousse pendant 5 ans. Donc, on a demandé puisqu'on a semé de la luzerne, on a demandé à pouvoir à avoir un contrat de location de 5 ans. Et donc, la population a accepté. Bon, actuellement... Est-ce qu'on parle de la population qui est sur place, qui a besoin de donner ses terres pour avoir un revenu alors qu'ils pourraient travailler cette terre, ou est-ce qu'on parle des gens qui sont probablement en Russie, donc il n'y a plus personne pour travailler ces terres, qui ont un registre officiel, mais il n'y a plus personne. Donc de quelle catégorie de population parle-t-on? En fait, vous avez dans les villages du Tavouche la population, je dirais, de 40, 50, 60 ans, une partie des hommes partent effectivement travailler en Russie. Maintenant que la fondation Imna Tavouche est installée dans la région, beaucoup se rapprochent de nous et nous demandent de leur procurer du travail. Nous sommes opposés à la solution de donner des salaires à des personnes. Par contre, ce qu'on fait dans le cadre de Lusadzor, il y a des propriétaires terriens, on leur donne des semences à charge pour eux. On fait un don de semences, ce qui est important. Ils n'ont pas l'argent pour ensemencer leur terrain. Donc on fait un don de semences à charge pour eux de labourer, de récolter, et on achète un peu au-dessus du prix du marché local la production. C'est de la luzerne, c'est du sainfoin, c'est des betteraves fourragères pour les vaches, ce sont des herbes diverses. Et là, la population y voit un intérêt, parce qu'il y a un client. C'est-à-dire que la Fondation Imna Tavouche est là pour acheter leur production, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça avec l'équivalent de 200 vaches. Imaginez que demain nous ayons 1000 ou 2000 vaches,
ça serait multiplié par 5 fois, 10 fois plus, ce qui est quand même relativement important. Il y a une critique à l'adresse des fermiers, des agriculteurs arméniens, sans vouloir généraliser, c'est que parfois quand on veut, à travers des fondations, leur octroyer une vache pour commencer à construire quelque chose, ils refusent de prendre cette vache parce que il leur est plus facile de toucher une subvention sans rien faire que de travailler avec une seule ou 2 vaches seulement. C'est pas rentable à leurs yeux. Est-ce que cette critique, vous pouvez en témoigner que c'est vrai qu'on préfère la facilité parfois? C'est clair, hein, il faut pas se voiler la face. On peut pas dire qu'il y ait un enthousiasme effréné pour faire de l'agriculture ou bien de l'élevage. Maintenant, c'est vrai que garder 2 ou 3 vaches, c'est réellement un problème financier. Une vache mange l'équivalent de 40 kilos de nourriture. Il lui faut à peu près 60 à 70 litres d'eau. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut assurer. C'est un souci. Et donc, ils préfèrent de loin, par exemple, ensemencer leur champ avec du blé non irrigué. Et c'est la solution la plus primitive et la plus simple. Qu'est-ce que c'est? Vous cultivez en une journée 1 hectare, vous ensemencez une deuxième journée, et vous revenez 3, 4, 5, 6 mois après pour faire la culture de votre blé. Qui est dérisoire, hein, puisqu'en fait, c'est pas irrigué. En attendant, on n'a rien fait. Non, oui. En attendant, on fait rien. Il y a ce travers-là, mais comment dirais-je, il y a aujourd'hui des besoins. Pour cette ferme de Lusazor, je fais exprès d'insister là-dessus, pour 200 vaches, bon, c'est pas non plus... c'est important, c'est un beau cheptel, mais on a besoin de betteraves fourragères. Maintenant, quand un agriculteur fait de la betterave fourragère, il va avoir du travail. Ça demande du travail, c'est l'équivalent à peu près, sur une saison, sur 4 à 5 mois, c'est l'équivalent de 1 mois de travail. Mais son revenu va être, sur 1 hectare, de l'ordre de 1 000 euros. 1 000 euros pour là-bas, c'est l'équivalent pour vivre convenablement pendant 4 à 5 mois à la campagne. Alors, est-ce que on peut faire une comparaison de la qualité de la terre entre le Davouche et les autres régions? Est-ce que la terre est fertile au Davouche? Oui, elle est très fertile. Il y a un intérêt aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises ces dernières années, c'est que le Davouche est en basse altitude. Donc, il y a un climat très favorable à la fois pour l'agriculture, également pour la culture des arbres fruitiers, etc. Sinon, je vais peut-être passer au deuxième volet pour l'année 2018, qui est de faire venir des spécialistes français à notre ferme de Lusazor et pour nos 6 petites fermettes que nous avons. Il y a également un problème de compétences en Arménie en matière d'agriculture et d'élevage. Donc, on a fait venir, par exemple, en dehors du fromager qui vient régulièrement, on a fait venir un chef de ferme. Le chef de ferme est resté 1 semaine à notre ferme et il nous a donné des conseils très judicieux. On a besoin de conseils. Les Arméniens ont besoin de conseils. Encore faut-il qu'ils les acceptent. C'est vrai que dans le milieu agricole paysan, c'est assez difficile. Mais il y a des arguments chocs. Cet homme-là, donc, qui s'appelle Romaric plutôt, est resté 1 semaine. En 1 semaine, donc, il nous a appris à hacher les aliments pour le bétail, ce que nous ne faisions pas. C'est très important de le hacher pour une meilleure digestion. On a mis 30% de moins d'aliments pour le bétail, une fois haché, donc on a économisé 30% sur ce bétail. Et le dernier point, c'est la production de lait qui a augmenté. C'est-à-dire que sans aucune dépense, nous avons fait des économies et augmenté la production de lait. Ça, c'est quelque chose qui va toucher tous les éleveurs et qui leur donnera, comment dirais-je, des arguments chocs pour continuer à travailler. Maintenant, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, 3-4 vaches, c'est un
un problème. Ça demande beaucoup d'entretien, c'est difficile. Alors, parlons, Michel Pazumian, avec vous, du développement de la partie lait et fromage, parce que on se passionne ici une fois par an ou 2 fois par an autour de cette table, sur ce sujet, car c'est quand même, il faut le dire, assez fantastique de voir comment le Fonds arménien de France, sous la direction, la vôtre aussi en particulier, a pu année après année avoir cette vision à moyen et long terme pour construire, et c'est un exemple à suivre peut-être. On en parlera si cet exemple est suivi ou pris et considéré comme tel en Arménie. Alors, comment décrivez-vous cette évolution et quelles ont été pendant ces quelques années les difficultés majeures auxquelles vous avez fait face et que vous avez sûrement pu surmonter? Alors, on n'arrive pas à surmonter toutes les difficultés. L'un des grands objectifs depuis le départ, y compris pour le CD 92, donc qui est notre partenaire, c'était quand même la collecte de lait chez les fermiers indépendants. Et là, on se heurte à de grosses difficultés. La qualité de la production de lait n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle on a un objectif à moyen terme maintenant vis-à-vis des éleveurs. Il y a une vingtaine de fermes de 25 à 50 vaches, mais qui ne sont pas forcément nourries aussi bien que les nôtres, pas forcément traits avec la même qualité et le soin sanitaire que les nôtres. Et donc, ce lait est acide et ne nous permet pas de faire un fromage de haute qualité exportable en Russie. Donc, il y a un projet avec d'ex-gens de Sodial qui sont prêts à venir, et nous avons accepté d'ailleurs à ce que notre ferme soit la ferme laboratoire de formation et d'amélioration pour toute l'Arménie. Pour le Tabouche. Ce projet a pour ambition de créer des centres de formation dans chaque Mars-Bedaran, et nous avons accepté que notre centre puisse être un centre de formation pour améliorer l'aspect sanitaire de la traite et donc pouvoir un jour augmenter les volumes de fromage par la collecte de lait auprès des paysans. Donc, alors, quelle est la solution pour avoir une meilleure une meilleure qualité de lait et une sorte de standard uniforme à tous les producteurs de lait? Parce que là, le problème est que certains peuvent être meilleurs que d'autres. Et comment avoir une égalité dans les standards? Dans les standards, c'est une manière de traire, c'est une grande discipline. Nos paysans n'ont pas forcément cette discipline. Qu'est-ce que cela demande? Ça demande de se laver les mains avant la traite. Ça demande de laver le pis des vaches avant la traite. Ça demande d'avoir des ustensiles bouillis à 100 degrés dans lesquels on va stocker ce lait. Et puis ça demande des endroits, des frigidaires de stockage, le temps que nous venions chercher ce lait dans les fermes et que nous les payons. Nous payons ce travail. Alors justement, cette semaine, les agriculteurs faisaient des manifs devant le gouvernement, le bâtiment du gouvernement. Ils ont rencontré le ministre de l'Agriculture. Ils ont même amené leur lait qu'ils ont voulu déverser devant le bâtiment du gouvernement pour dire ça suffit, notre litre de lait était vendu à 200 drams. Aujourd'hui, il est acheté par les coopératives à 140 drams. On ne vit pas avec 140 drams de litres de lait. Est-ce que vous les achetez à combien pour vous? Ça devrait coûter combien le litre de lait? Nous, on les achète plus cher, Soren. Lorsqu'on a un lait de qualité. Mais après, on viendra à notre lait de qualité de la ferme qui permet cette exportation, puisque notre lait à nous, qui est aujourd'hui qui nous permet d'avoir 4 tonnes de fromage de qualité par mois, puisque nous nourrissons bien nos vaches.
2, nous les trayons dans des conditions sanitaires à la française. Donc nous produisons 4 tonnes par mois, qui vont augmenter, puisque nous venons d'acheter 50 vaches de plus, qui vont augmenter à 700 tonnes d'ici cet hiver. Donc nous, 7 tonnes, pardon, d'ici cet hiver. Donc nous faisons du lait de très belle qualité, avec des fromages de qualité que nous avons fait évoluer. Quel type de fromage, quelle sorte de fromage? Suresnes. En fait, ce sont des fromages de type Lori et Chanar qui sont mélangés avec des herbes. Et c'est quelque chose qui marche très bien en Arménie. Il faut pas trop nous parler de fromage à cette heure-ci, là. Oui. De fromage arménien surtout. Oui. Et donc, il y a une demande importante. Il y a également un fromage filé, à pâte filée, qui est très demandé. On fait également ce qu'on appelle un fromage fumé. Une très grosse demande pour le fromage fumé. Les Russes en particulier, qui consomment ce fromage avec de la bière. A priori, c'est idéal. Et on a un autre fromage qui a été nommé Tavouche, qui marche particulièrement bien. C'est un fromage à pâte semi-dure. Et celui-là, donc, il aurait le goût, comment dirais-je, quel est l'équivalent d'un Babybel, quelque chose comme ça, grosso modo, quoi. Alors, quel est le marché du fromage? Est-ce que vous exportez à 100% ou vous vendez aussi en Arménie? En fait, comment dirais-je, le problème, je vais revenir là-dessus une minute, c'est intéressant, par rapport au prix du lait, qui est un point important. Ces gens-là sont venus, les éleveurs dont vous avez parlé tout à l'heure, ils sont venus donc pour demander un prix du lait à l'équivalent de 200 trams. Nous le payons 200 trams, le prix du lait, la Fondation Imna Tavouche. Parce que nous avons des moyens. Toutes les saisons, ou ça varie d'une saison à l'autre? Ça varie. C'est arrivé à 250 trams à une époque, en janvier, février, où il n'y avait pas de fourrage, d'herbe, ni quoi que ce soit. Après, ça baisse. Nous, on le paye, s'il est de qualité, à un prix relativement élevé. On n'a pas le comportement des grandes entreprises, Ashtaragat ou autres, qui font des produits laitiers et qui achètent au prix le plus bas. Et c'est vrai que à ce moment-là, ce n'est pas rentable. Et c'est inintéressant pour tout le monde. Et pour l'éleveur et pour l'entreprise, puisque en fait, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que l'Arménie... les grandes entreprises travaillent beaucoup avec du lait en poudre, qui est 3 fois moins cher. Importé, absolument. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. D'une part, on est tributaire de l'importation des produits. C'est comme les produits alimentaires, ce n'est pas une bonne chose. Autant devenir indépendant. Et la qualité n'y est pas non plus. Nous n'avons pas ce profil. On est sur un fromage de qualité. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut savoir que pour faire 1 litre de lait, il faut à peu près 8 à 9 litres. Si vous achetez, par exemple, 8 à 9 litres de lait à 200 grammes, ça vous fait l'équivalent de 3 €. Et ça, c'est un problème. Je dis ça parce que après, vous avez la main-d'œuvre. Du coup, donc, ça a une répercussion sur le coût du fromage. Et c'est un problème, il faut le reconnaître. Je pense que les éleveurs devraient davantage penser à produire plus, ce qu'ils ne font pas. Ils ont des vaches qui produisent 5 à 6 litres, parfois 3 litres par jour. C'est dérisoire. Les nôtres produisent 15 litres. On va arriver à 20 litres. Alors, les vaches du Imna Tavouche, c'est des vaches étrangères, si je puis dire. Oui, et donc, bien sûr, l'éleveur local, comment ferait-il? Non, mais même avec des vaches locales. Oui, mais même avec des vaches caucasiennes, puisque ce sont des vaches caucasiennes, en fait. Je connais des éleveurs, dans la région de Sevan, par exemple, qui est assez propice, qui arrivent à 10 litres par jour, 11 litres, 12 litres. L'essentiel, c'est de nourrir. Ils ne nourrissent pas leurs animaux. Donc, moins vous les nourrissez et moins vous avez de lait. C'est comme ça que marche une vache. Mais il faut avoir de l'argent pour les nourrir. Oui, et mais ensuite attendre que... Voilà, bien donc sûr. c'est un cercle vicieux auquel font face les pauvres paysans. Mais si vous passez, par exemple, de 3 litres par jour à 10 litres, à ce moment-là, vous allez peut-être commencer à réfléchir. C'est un peu le travers des agriculteurs et des éleveurs arméniens. Bon, ils sont pas encore cernés... la question, vous allez vendre plus de lait. Si vous le vendez à 200, à ce moment-là, vous vous dites peut-être que je peux effectivement
améliorer les rations alimentaires. Ça, c'est le premier point. Donc, au niveau de l'Arménie, pour la répartition de la production du fromage, Michel a parlé de 4 tonnes par mois, qui vont se transformer assez vite en, disons, 7 tonnes, pour rester raisonnable. Une partie de la production est vendue en Arménie, essentiellement dans les supermarchés SAS. Pourquoi ? Parce que SAS c'est un supermarché de produits haut de gamme. C'est un peu le must en matière de supermarché de Yerevan. Et donc, eux peuvent nous acheter le fromage. Ils l'achètent grosso modo en moyenne 4 € le kilo. D'accord ? Et donc... Et les Russes, vous les payez combien ? Pour les Russes, on est actuellement à 5 € le kilo. Mais... sortie usine. Oui, absolument, sortie usine. C'est une première approche. Sinon, au niveau des quantités, il y a 30% qui est vendu en Arménie et les 70 restants sont vendus en Russie. Pourquoi ? L'Arménie ne peut pas absorber, c'est un petit pays malgré tout, avec un fromage de qualité tel qu'on l'a. Si nous le vendons, nous, par exemple, 4 € au supermarché SAS, je pense qu'en boutique, ils vont le vendre 5, 6 €. C'est trop pour la population. En général, les gens achètent un fromage, comment dirais-je, à 2-3 € le kilo. Ça leur suffit. Ils peuvent pas acheter plus. Au niveau de la Russie, donc, c'est sensiblement différent. C'est un marché sans limite. Alors, Michel Pazumian, une question primordiale. Quel est, depuis le début, l'objectif du Fonds arménien de France ? C'est-à-dire monter, avec cet effort qui est quand même colossal et l'appui du département des Hauts-de-Seine, une fabrique de fromage, avoir 200 vaches, et puis c'est ça le projet, ou ce projet doit mener à quelque chose de plus grand dans l'avenir ? Non, le projet était double. Le projet était l'aménagement du territoire du Tavouche, d'où la grande ferme à Louzatsor, et d'où 6 fermes réparties sur tout le territoire, de manière à ce que une quantité de villages nombreuses puissent commencer à monter une qualité de fromage. Et puis, l'objectif de la répartition des 6 autres fermettes, c'est aussi, à terme, après formation des paysans, pouvoir faire de la collecte dans nos fermettes. Donc il y a un vrai objectif de développement économique de toute la région et un objectif social, puisqu'il faut bien voir que les 6 fermettes, c'est nous qui avons tout payé. C'est nous qui avons payé la fermette à 50K €, c'est nous qui avons donné de belles bêtes pour qu'ils les élèvent, c'est nous qui leur donnons des compléments alimentaires, c'est nous qui envoyons les médicaments pour soigner les vaches. Donc il y a à la fois un projet de stratégie globale de développement régional, où nous subventionnons beaucoup de choses, et à la fois pouvoir démontrer dans la grande ferme, pouvoir démontrer qu'on peut mettre en place une entité économique rentable. Et c'est donc l'objectif, le double objectif. Cette grande ferme de Louzatsor, c'est une ferme modèle, un peu comme celle à laquelle on fait appel actuellement à côté d'Annecy à Poisy, où le fameux monsieur Romaric, chef de ferme, lui aussi est dans une ferme modèle de formation. Justement, est-ce que ce modèle est suivi par d'autres gens ou l'État ? L'État, est-ce qu'il prend exemple de cette expérience du Fonds arménien de France pour développer la même chose, en qualité, en nombre, en suivi, en questions sanitaires, en formation ? Force est de constater que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Un exemple, aussi réussi soit-il, n'a pas eu d'influence sur les gouvernements précédents. Le nouveau gouvernement a sans aucun doute une autre approche. Il y a eu une rencontre de Petros Terzian avec le Premier ministre Nicole Pachinian récemment. Est-ce que ce sujet a été abordé ? Nous avons d'autres rencontres aussi au niveau du ministre de l'Aménagement du Territoire et au niveau du ministre de l'Agriculture. Nous avons des amis, tout un réseau qui travaille pour effectivement
créer des liens plus étroits entre des experts français pour venir former nos paysans et essayer de monter en puissance l'ensemble des infrastructures. On a un grand projet, vous savez qu'on a une belle expérience avec Yeznik Mozian, l'école Yeznik Mozian au Karabakh, sur les métiers du bâtiment. Nous savons que les écoles agricoles arméniennes ne sont pas à la hauteur. On forme sur le plan théorique les jeunes et pas sur le plan pratique. Donc nous sommes en train de travailler et d'influer auprès du nouveau gouvernement pour que nous puissions faire évoluer ces formations agricoles vers des formations du même type que celle de Yeznik Mozian, c'est-à-dire à la fois apporter de la pratique et à la fois de l'apprentissage, de manière à ce que nos futurs fermiers arméniens soient au niveau. Je vais rajouter quelque chose en complément de ce qu'a dit Michel Bazoumian. Quand j'ai parlé tout à l'heure des 30 kilomètres de canaux d'irrigation, ça permet d'irriguer à peu près 400 hectares. Et c'est environ 500 familles qui profitent de ces canaux d'irrigation. Pourquoi ? La question était de savoir qu'est-ce qu'on cherchait à apporter. En fait, on cherchait à donner une indépendance économique à la région du Tavush, à avoir sa propre nourriture, y compris du blé, du maïs, etc., pour la population. Donc c'est par centaines de personnes qui profitent des canaux d'irrigation. Quand on achète les 800 à 1000 tonnes de nourriture, là c'est à peu près 6 à 700 familles qui bénéficient, qui viennent nous apporter des meules de foin, des meules de luzerne, etc. Au total, c'est à peu près 1500 à 2000 familles qui bénéficient de ce projet. Puisqu'en fait, d'une part, il s'agissait d'acquérir l'indépendance alimentaire, ce qui est important, y compris pour les êtres humains. Il y a aussi un problème de malnutrition. Il ne faut pas se voiler la face. C'est triste, mais tout le monde ne mange pas à sa faim en Arménie, y compris dans la région du Tavush, malgré ce qu'on voit à Yerevan, qui est sensiblement différent. Et en deux, donc, procurer suffisamment de moyens à cette population pour qu'elle reste et qu'elle revienne. Certains reviennent de Russie, ils reviennent dans le Tavush, ils reviennent dans le village de Lusadzor. Ce n'est pas très marqué, mais certains reviennent. Pour nous, c'est le début de la réussite. Sinon, pour en revenir au modèle économique, tous les ministres arméniens des gouvernements précédents sont venus à la ferme de Lusadzor. C'est pas compliqué. Ils étaient les yeux écarquillés. C'est une super ferme. Vous avez de belles vaches. Vous avez de la bonne nourriture. Vous faites du bon fromage. Il est exporté en Russie. Les seules demandes qu'il y ait eu, c'est de nous demander de leur donner des animaux, puisque c'est un centre de reproduction aussi, la ferme de Lusadzor. Il y a à peu près 300 à 400 veaux qui sont nés là-bas. Ce sont des veaux de race, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est tout, ça n'a jamais été plus loin. Je pense que à terme, et comme le dit Michel, le point fondamental, c'est de former ces gens. Ils ne sont pas formés, ils sont très incompétents. On parle des gens qui sont à l'extérieur de la ferme de Lusadzor. Oui, bien sûr, les agriculteurs, les éleveurs. Aujourd'hui ont une formation. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Regardez, on a fait également cette année, on a commencé à produire nos propres semences. Les agriculteurs arméniens ont une règle économique, familiale, qui est d'avoir sa farine, son blé. Donc pour la première fois, on a, dans le village de Lusadzor, pour encourager la population, on a ensemencé 8 hectares de blé. Ces 8 hectares, ils nous ont coûté, s'ils nous ont coûté 200, ils vont rapporter en semences 1000, c'est-à-dire 5 fois plus. C'est très important. Et on va ensuite distribuer ces semences à la population. Pour la première fois, on produit nos propres semences. Il faut leur montrer qu'avec 1, on peut faire 5. Ce qui relève de l'exceptionnel quand même.
ce qui est une bonne chose. Et c'est vrai, ce champ-là, on le verra dans le journal Le Courrier du Fonds arménien de France, vous verrez qu'ils sont... il n'a rien à voir avec les champs qu'on voit actuellement. C'est un vrai champ de blé qui ressemble au champ de blé à la française, avec un blé très ramassé, etc. Alors que l'exemple que je donnais tout à l'heure, une journée de labourage, une journée de semence et une journée de récupération du blé, c'est 3 jours de travail. En 3 jours de travail, vous n'avez pas ce même résultat. Alors, pour bien travailler, il faut aussi avoir du matériel, des tracteurs et autres équipements. Qu'en est-il d'abord en ce qui vous concerne et puis en ce qui concerne aussi les autres agriculteurs? D'où ils se procurent? Est-ce que c'est par location? Est-ce que c'est les mairies qui mettent à disposition? Bien Comment sûr. ça se passe? C'est un gros problème. Il y a beaucoup de personnes qui cultivent leur champ avec une bêche, ce qui est un problème. Nous avons, avec les Hauts-de-Seine, financé 2 bases agricoles, ce qui est pas peu. On a acheté quelques tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc., et la population s'en sert. Mais dans tous les cas, ça ne suffit pas. C'est impossible. On ne peut pas travailler avec une bêche un terrain de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Le problème, c'est dans la taille des terres exploitées ou c'est dans le manque d'équipement? La taille des terrains, effectivement, au moment de l'indépendance, le gouvernement arménien a distribué, il a fait ce qu'on appelle la privatisation, il a distribué à chaque habitant des villages 2000, 3000, 4000, 5000 mètres carrés. Ne raisonnons pas à notre niveau de particulier. En agriculture, 3, 4, 5000 mètres carrés, c'est dérisoire. Pour qu'un terrain soit rentable, il faut à peu près 8 à 10 hectares. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Vous voyez un peu le problème. Et chacun, en plus, veut lui-même faire ses cultures. Qu'importe, on arrive petit à petit à changer les mentalités. Pour en revenir au matériel agricole, il y a également une innovation. Alors, pardon, avant de parler de cela, est-ce que dans la mentalité des agriculteurs sur place, des paysans, la coopération existe entre villageois? Est-ce que chacun a son territoire, Non, malheureusement pas. D'accord. C'est un peu chacun pour soi, d'autant plus que si en Arménie, ces dernières semaines, on a parlé d'oligarques, il faut savoir, chacun à son niveau et à sa place, dans les villages, il y a des petits oligarques. Misérables, mais bon, ils sont quand même petits oligarques. C'est-à-dire qu'ils monopolisent l'utilisation des terres, ils ont un tracteur, et comme vous posiez la question tout à l'heure, ce tracteur est loué à prix d'or. Ce qui est inacceptable, c'est-à-dire que ce n'est pas rentable. Je peux pas, moi, agriculteur du Tavouche, louer le tracteur à X tram pour faire mon opération de labourage, c'est un problème. Et le Fonds arménien de France le donne gratuitement ou à un prix? On le loue à un prix dérisoire. Mais il y a une nouveauté cette année qui va sans doute perdurer. On a pris contact avec l'UNDP. Et l'UNDP, donc, c'est un programme des Nations Unies qui travaille dans 45 villages du Tavouche. Et nous sommes devenus collègues de travail, je dirais. On essaye d'avancer tous les uns avec les autres. Et cette année, donc, dans le cadre du crowdfunding dont Rafi va vous parler tout à l'heure, il va y avoir une opération d'achat de matériel agricole, un tracteur à chenilles et une moissonneuse-batteuse pour 2 villages. Cette opération-là, elle sera fantastique. C'est-à-dire que l'UNDP donne 80%, à charge pour le village, les 2 villages, de donner 20%. 20%, c'est l'équivalent de, grosso modo, 20 000 euros. 20 000 euros pour 2 villages du Tavouche, c'est impossible. C'est le budget de 50 ans. Ils ont un budget dérisoire annuel de 3-4 000 euros. On parle des petits villages. Oui, des petits villages du Tavouche. Bon, ce sont des villages classiques, entre 500 et 1500 habitants. Il y a ce problème. Mais on est entré dans cette phase-là, qui n'est pas peu important. C'est-à-dire qu'il faut démocratiser, en quelque sorte, l'utilisation du matériel. Il ne faut pas que ce soit une personne
qui est le monopole de la location du matériel. Alors justement, Rafi et Kimian, on va parler de crowdfunding puisque le but aujourd'hui, alors on doit dire au revoir à Suleyman Kevorkian qui a la chance de partir en Arménie. C'est ça, vous prenez l'avion. Oui, absolument. Voilà, merci pour votre participation et puis nous poursuivons avec nos invités Michel Fazemian et Rafi et Kimian. Pour parler justement d'argent, puisque ça a été dit, on l'a fait l'année dernière, on en parle tous les ans avec le Fonds arménien de France. Pas d'argent, pas de projet, et on voit clairement qu'il y a des projets. Que faire pour cela ? Oui, il y a des projets. Il y a différents types de différentes manières pour récolter des fonds. Le plus connu au Fonds arménien, c'est le Phonéton. Nous recevons également des legs, il y a des donateurs réguliers et depuis l'année dernière, nous avons lancé une nouvelle initiative donc qui s'appelle crowdfunding, ça veut dire financement participatif. C'est une méthode de collecte de fonds qui fonctionne uniquement par Internet. C'est-à-dire que un organisateur, en l'occurrence le Fonds arménien de France, va définir un projet et va le présenter dans un premier temps à ses amis proches via des courriers électroniques, via des mails. Et ces personnes, si elles sont intéressées, si elles sont convaincues par le projet, vont donner de l'argent pour financer le projet. Dans un deuxième temps, ces personnes vont contacter leurs propres amis et les inciter à donner également. Il y a une troisième phase d'une campagne de crowdfunding qui est l'appel au grand public. Cette fois-ci, on passe à la presse, à la radio. Vous nous faites le plaisir de nous accueillir tous les ans pour ça. On passe aux réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, sur Twitter. Tout ça dans l'optique de récolter des fonds. Et donc, cette année, nous avons lancé notre deuxième campagne de crowdfunding. Un petit rappel quand même. En 2017, donc première campagne de crowdfunding, c'était pour équiper le village de Khashtarak en 50 panneaux. Exactement. Notre objectif, c'était 50 panneaux solaires thermiques pour des familles et des panneaux photovoltaïques pour les équipements publics. Alors justement, pour parler de la campagne de cette année, faisons le bilan d'abord de ce qui a été fait. Est-ce que votre promesse a été tenue, c'est-à-dire d'abord est-ce que vous avez ramassé l'argent que vous aviez, que vous vouliez avoir, la somme voulue, et puis est-ce que vous avez réalisé cette promesse de 50 panneaux solaires ? Alors oui. Auparavant, je voudrais juste apporter une petite précision. La campagne de panneaux solaires que nous menons au Fonds arménien de France, elle est divisée en deux parties. Il y a des panneaux solaires thermiques qui produisent de l'eau chaude et qui sont destinés, aux familles. Et il y a des panneaux solaires photovoltaïques qui, eux, produisent de l'électricité et qui sont destinés aux équipements publics. Donc ce sont deux équipements différents, mais nous fonctionnons sur ce modèle, sur tous les villages que nous avons équipés, que nous allons équiper. Pour en revenir à votre question et à Khashtarak, donc l'objectif l'année dernière était d'équiper 50 familles avec des panneaux solaires thermiques pour que ces familles disposent d'eau chaude. Elles disposent d'eau chaude gratuitement. Ces panneaux sont installés gratuitement. Ils sont destinés à des familles défavorisées. Donc la durée de vie de ces panneaux est de 20 ans. Donc c'est vraiment une opération sur le long terme. Et par ailleurs, donc des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité pour les équipements publics. Les équipements publics, ce sont les écoles, les dispensaires, les centres communautaires, les mairies, voilà. Et depuis l'installation de ces 50 panneaux, globalement, est-ce que il y a eu de la casse? Est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce que les gens sont conscients de la valeur que ça leur apporte au quotidien? Oui, ils en sont conscients. Alors, je vais juste répondre à votre question précédente. Notre objectif l'année dernière était de recueillir 65 000 € pour les 50 familles et les 4 équipements publics. Et nous en sommes arrivés, donc l'an passé, à 72 000 €. C'est-à-dire que nous avons été au-delà de notre objectif initial. Les 51 panneaux thermiques ont été installés pour les familles. On en a fait même une de plus.
Et les panneaux solaires photovoltaïques sont en cours d'installation. Donc il y en a certains qui le sont déjà, d'autres sont en cours d'installation. Tout devrait être fini d'ici la fin de l'été. Alors j'ouvre une parenthèse, Michel Paz-Dumion. On avait parlé l'année dernière de l'école Mozian, Yezdik Mozian du Ralapar, en disant que même ces élèves-là peuvent travailler, essentiellement en Artsakh, mais pourquoi pas aussi en Arménie, sur l'installation des panneaux solaires. Est-ce que par hasard, ce sont les premiers les premiers chantiers pour les étudiants? Tout à fait. Oui. Rafi pourra en témoigner. Donc, dès que ce programme a commencé, nous avons trouvé les formateurs français qui sont venus former des nouveaux professeurs de l'école Yezdik Mozian, qui ont contribué à mettre en place un nouveau programme. Et ce sont nos jeunes, et Rafi peut en témoigner, ce sont nos jeunes qui ont fait leurs premiers pas sur le toit de la ferme. Tout à fait. Sous la surveillance d'un chef, ou ils sont autonomes déjà? Non, il y a un chef qui les encadre. Il y a une personne originaire de France, de la région lyonnaise, qui définit les programmes et qui va pour encadrer les travaux. Il y a également un Varbed, un professeur de l'école Yezdik Mozian, qui était là également pour l'installation sur la ferme. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, pour reprendre l'exemple de Khachtarak, donc on installe des panneaux solaires, mais on en profite aussi à chaque fois que c'est possible pour faire de l'apprentissage. Par exemple, les panneaux solaires qui ont été installés à Khachtarak, les panneaux thermiques en tous les cas, l'ont été par des apprentis de l'école artisanale de Sevan. Donc c'est une des deux écoles avec lesquelles nous avons des collaborations au Fonds arménien, école artisanale de Sevan et Yezdik Mozian. Dans ces deux écoles, il y a des modules de formation à l'installation des panneaux photovoltaïques, soit qui ont été créés, soit qui vont être créés par Hagop Adjemian, un professeur de la région lyonnaise. Donc en fait, on fait du développement durable avec les trois piliers du développement durable, qui sont le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Le pilier social, c'est l'aide aux habitants, auquel on apporte des panneaux thermiques qui vont produire de l'eau chaude gratuitement. Le volet environnemental, ça veut dire qu'on utilise moins de gaz, moins d'électricité, donc c'est moins d'émissions de CO2. C'est également moins de risques d'émissions de monoxyde de carbone quand les gens utilisent le poêle à bois pour faire chauffer de l'eau. Et le volet économique, c'est d'une part le développement des entreprises arméniennes qui installent les panneaux, et ça contribue à créer une filière de l'énergie solaire en Arménie. Et puis également donc l'apprentissage des apprentis de l'école Yezdik Mozian et de l'école artisanale de Sevan, qui sont formés sur le tas, qui sont encadrés et qui demain seront employés par des sociétés d'installation de panneaux solaires ou peut-être créeront leurs entreprises. Et ça amoindrit aussi à un certain égard la déforestation, on permet de sauvegarder les arbres. Tout à fait. Il y a 15 mètres cubes qui sont nécessaires à une famille arménienne pour à la fois se chauffer et produire de l'eau chaude. Donc, nous, on va pas supprimer les 15 mètres cubes de bois qui sont employés, mais au moins, pour le chauffage de l'eau chaude assuré par les panneaux solaires thermiques, ce sera autant de bois en moins qui sera coupé, et ce qui limitera la déforestation. Alors, concrètement, que faut-il faire pour contribuer financièrement à ces projets? Donc, 51 panneaux thermiques installés déjà. Donc le photovoltaïque, ça suivra, ou c'est en cours. Donc on voit que l'argent donné l'an dernier est mis à disposition de ces villageois de Khachtarak. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc comment faire? Qu'est-ce qu'on fait cette année? On va en parler, mais concrètement, comment contribuer dans ce crowdfunding? Alors d'une part, cette année, notre opération de crowdfunding vise 4 villages. On est passé de 1 à 4 villages.
On va installer des panneaux solaires dans 2 villages, à Ditavan et à Aknarpur. Il faut préciser que tous ces villages sont situés aux alentours de la ferme de Lusatsor. Voilà, et ils travaillent régulièrement avec la ferme de Lusatsor pour la plupart. Donc Ditavan et Aknarpur vont bénéficier de panneaux solaires. Et on a ajouté cette année un volet économique à notre projet. Donc c'est ce dont Souren parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va équiper les villages de Khashtarak et de Lusahovit avec un tracteur et une moissonneuse-batteuse. Cela va permettre de développer économiquement ces villages. À titre d'exemple, avant de passer à la partie financement proprement dite, sur Khashtarak, il y avait jusqu'en 1990-91 150 hectares de terre qui étaient labourés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30. Et l'une des raisons, c'est, comme disait Souren, c'est le manque de matériel agricole. Et donc, cette année, il y a 15 000 € du crowdfunding qui vont permettre, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, d'acheter un tracteur et une moissonneuse-batteuse. Alors, comment participer ? Vous pouvez aller sur le site du Fonds arménien. Il y a un lien qui permet de se mettre en relation, fondsarménien.org. Donc soit à partir du site du Fonds arménien, ou bien alors sur votre moteur de recherche, vous tapez Eloasso et Ditavan par exemple. Eloasso, c'est notre partenaire, c'est un organisme qui fait notamment des crowdfunding et qui est dédié aux associations, qui ne travaille qu'avec les associations. Et c'est lui qui sert d'intermédiaire entre nous et nos donateurs et le grand public. Eloasso, comme Hello en anglais, H-E-2-L-O, Asso comme association, donc Hello Asso. Et dans une barre en haut de la page, vous tapez Fonds arménien de France ou le nom du projet. Ou Ditavan, voilà. Ditavan. Énergie solaire pour Ditavan, Eloasso. Ditavan, c'est avec un D-I-T-A-V-A-N. Exactement. Ditavan, ou Fonds arménien de France, et vous allez tomber sur ce projet, et là, vous allez donner le montant que vous voudrez donner. Vous allez sûrement recevoir un CERFA. Tout à fait. Il y a 66% du montant du don qui est déductible. Et puis, il y a aussi une contrepartie sympathique, parfois symbolique, mais il y a une tombola qui est organisée pour les personnes qui donnent au-dessus de 25 €, une tombola. Et le premier prix, c'est un voyage en Arménie avec le Fonds arménien l'année prochaine. Très bien. Et surtout que Eloasso ne prend aucune commission sur ces montants-là, parce que c'est une plateforme dédiée aux associations. Donc, tout votre argent va directement au Fonds arménien de France, contrairement à d'autres plateformes qui gardent une partie en commission. Alors parlons de Ditavan et Aknarpur. Combien de maisons cette fois-ci? Vous avez parlé de 2 villages, mais combien de panneaux finalement on va installer? Alors nous espérons pouvoir installer 40 panneaux au total pour les familles. Pourquoi moins cette année? Alors pourquoi moins? Parce que on a élargi le projet à 4 villages et qu'il y a donc le volet économique qui représente 15 000 € quand même, donc ce qui réduit un petit peu effectivement le nombre de familles. Ceci dit, nous passons de 50 familles équipées à Khashtarak à 40 familles cette année, donc 20 à Ditavan, 20 à Aknarpur. C'est une réduction relative. Il y a une autre chose qu'il faut préciser, c'est que les opérations que nous menons d'équipement des familles et des villages demeurent malgré tout limitées. C'est-à-dire que c'est la 2e année que nous intervenons. Nous allons avoir également une subvention de la région Île-de-France qui va nous permettre d'équiper Lusatsor. Mais au final, le nombre de villages que nous touchons demeure relativement limité. Et une des raisons de notre démarche, c'est d'inciter en fait d'autres villages ou d'autres habitants de villages qui en ont les moyens à s'équiper eux-mêmes. En fait, comme la ferme de Lusatsor, les opérations d'équipement en panneaux solaires que nous menons doivent servir d'exemple. Nous équipons les familles les plus défavorisées.
Et puis à côté, il y a des familles qui ont un peu plus de moyens et qui, voyant que avec un investissement relativement limité, qui est de l'ordre de 800-850 €, on peut produire de l'eau chaude gratuitement pendant 20 ans. Ces familles qui ont plus de moyens vont s'équiper et contribuer aussi à diversifier également le bouquet énergétique de l'Arménie. Alors, question qui peut-être n'a rien à voir avec l'action du Fonds arménien de France, mais qui reste intéressante. Est-ce que l'Arménie peut produire ces panneaux photovoltaïques ou thermiques, Michel Pazumian, pour ne pas aller acheter ni en Europe ni en Chine? Pour l'instant, il y a des entreprises qui assemblent, qui achètent donc les différents produits qui permettent de fabriquer ces panneaux et qui les assemblent. Voilà. Donc, de là à aller installer une chaîne de montage, il faut un grand marché, ce qui ne sera pas le cas de l'Arménie. Donc, on est surtout dans l'assemblage. Il faut ajouter que comme dans beaucoup d'autres domaines, la Chine produit beaucoup de panneaux solaires avec des qualités variables, mais des panneaux de bonne qualité également et à des prix qui sont très compétitifs. Donc c'est vrai que, comme en Europe, beaucoup de panneaux qui sont installés en Arménie proviennent de Chine. Alors, Titavan et Agnarpur, pourquoi le choix de ces deux villages? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que, par exemple, pour Agnarpur, il y avait Khachtarak, il y avait une explication l'année dernière pour le choix. Est-ce que là, il y a un choix, une raison spécifique? C'est d'une part notre volonté de nous concentrer sur le Tavouche et en particulier sur les villages qui sont situés autour de la ferme de Lusatsor. Ça crée un effet de masse. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un effet d'exemple, en fait, d'exemplarité. Avec plusieurs villages qui sont équipés autour de Lusatsor. Il y a une autre raison également, celle qu'évoquait Suren Kevorkian, c'est notre collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Alors c'est un programme particulier qui est destiné à 45 villages frontaliers de la région du Tavouche uniquement, pas dans d'autres régions. C'est un programme de l'ONU qui est financé par la Fédération de Russie à travers l'ONU, un programme de 6 millions de dollars, donc un montant important, sur plusieurs années, et qui est destiné à cofinancer des équipements, des investissements qui créent des revenus. Et donc ce programme est situé dans la région du Tavouche. Donc on a saisi un petit peu l'opportunité, si vous voulez, pour combiner notre opération d'équipement en panneaux solaires avec l'investissement dans un tracteur et dans une moissonneuse-batteuse pour deux villages donc frontaliers qui sont Khachtarag et Lusaovit. Michel Pazumian, qu'en est-il de l'Artsakh? Parce que là encore, aujourd'hui on parle d'un projet de 60-70 000 euros pour subvenir aux besoins de 2 nouveaux villages dans la région de Tavouche, mais l'énergie solaire, c'est un vrai programme au sein du Fonds arménien de France ou le Fonds arménien globalement. 2 mots sur ces projets, surtout en Artsakh. Au dernier Phonéton, une partie de la collecte était destinée à l'Artsakh. Et donc Rafi, qui est avec nous, est parti en mission pendant 6 mois et a mis en place le process. Donc il va y avoir 400 000 euros de dépensés en installation dans le cadre d'un projet que Rafi a mis en place il y a encore quelques semaines. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Rafi, alors le principe est toujours le même, c'est-à-dire que on va dans des villages et on installe des panneaux solaires thermiques qui produisent de l'eau chaude pour les familles et des panneaux photovoltaïques pour les équipements publics. Donc en Artsakh, la décision a été prise de commencer par 2 régions, qui sont les régions de Chouchi et de Askeran, avec une justification très pratique, c'est que l'école Yeznik Mozian est située à Chouchi. Et là encore, notre souhait, c'est de faire travailler les apprentis de cette école pour l'installation des panneaux.
Est-ce qu'on n'a pas, on ne donne pas l'impression que on favorise parfois Chouchi et Stepanakert? Je ne parle pas que du Fonds arménien de France, mais d'une manière générale, ce sont les deux lieux qui attirent le plus de projets, alors que les endroits un peu plus éloignés sont pas délaissés, mais en tout cas... Oh non. Non? Oh non. Il y a beaucoup de financements et de projets. Regardez Talich, qui a été détruit pendant la guerre des 4 jours, est déjà reconstruit. Beaucoup de donateurs privés. Il n'y a pas que le Fonds arménien de France qui travaille sur sur la région. Non, beaucoup de dons privés, particuliers, moins importants, arrivent et permettent des constructions d'écoles, des constructions de centres communautaires, des constructions de maisons, l'eau potable. Donc il n'y a pas une etc., négligence etc. par rapport à la capitale et à Chouchi. Pas du tout. Là, on est sur un programme spécifique qui démarre, ce projet photovoltaïque. Donc il faut commencer à le réussir. Et quand Rafi parle de Chouchi, c'est parce que l'école est là. Les apprentis sont là. Il faut les encadrer, ces apprentis. Ce sont des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il ne faut pas les laisser tout seuls sur des toits. Il faut qu'ils soient encadrés par des professeurs. Donc, autant commencer... Et il y a des besoins à Chouchi, très très importants. L'électricité coûte très cher. Oui. Autant commencer pour ensuite essaimer vers d'autres régions. Et Ashkeran est plus éloigné, déjà. Oui. Donc... Alors, rappelons que la collecte se fait sur la plateforme Hello Asso. Vous cherchez donc le projet énergie solaire pour Ditavan et Agnarpur. Vous tapez tout simplement Ditavan, D-I-T-A-V-A-N, et vous allez tomber sur ce projet pour avoir plus d'informations d'abord et apporter votre contribution financière tout en recevant un CERFA qui vous permettra d'avoir 66% de réduction fiscale. Donc ça c'est aussi important. Donc nous parlerons, Michel Pazoumian, avec vous de quelque chose qui touche un peu le monde sportif et la jeunesse, c'est l'inauguration de ce terrain de handball ou de basket aussi, ou que handball? Non. C'est le stade français de handball de Stepanakert qui vient d'être inauguré le 30 mai. Alors, est-ce que le handball existe en Artsakh? Bien sûr qu'il existe, puisque nous avons inauguré ce stade le 30 mai, non seulement avec Ashot Roulian, le président de l'Assemblée nationale, et la ministre de l'Éducation nationale, mais il y a eu un match d'inauguration avec l'équipe d'Artsakh, des jeunes de 17, 18, 19 ans, et une équipe française que Patrick Otamian d'Avignon a réunie. Donc une équipe franco-arménienne de France qui est partie là-bas pour le match inaugural. Mais c'est quand même nouveau le handball en Artsakh, ou ça existait? Non, le handball existe. Il y a une fédération de handball à Erevan. Et il y a une fédération de handball en Artsakh. L'avantage, et c'est la raison pour laquelle Patrick Otamian s'est enthousiasmé pour ce projet, puisque Patrick Otamian est entraîneur de handball, il s'est enthousiasmé parce qu'il a dit, enfin, il va y avoir un terrain aux dimensions internationales, en plein cœur de Stepanakert, pour que des jeunes s'impliquent et que ce sport monte en puissance et puisse peut-être créer des équipes internationales demain qui iront s'affronter sur des stades européens. Alors, Michel Pazoumian, on a vu dans le passé également, vous avez le talent de regrouper autour de vous non seulement les membres de la communauté arménienne, mais aussi des Français que vous prenez avec vous en Artsakh, en Arménie, sur des projets du Fonds arménien de France. Pour certains, on n'oublie pas votre ami qui vous a longuement accompagné, qui a disparu. Labarre, bien sûr. Voilà, donc on parlait de lui quand on a commencé les premières émissions autour des vrais projets du Fonds arménien de France. Donc on se souvient de lui. Et puis tous ceux qui vous accompagnent dans votre business et qui vous accompagnent en Arménie. Qu'est-ce qui les motive pour aller en Arménie et quelle a été leur contribution? La motivation, c'est que avec Emmanuel Labarre, mon bras droit,
nous avons, à la demande des gouverneurs du Fonds arménien qui voulaient faire du développement régional, c'est notre spécialité professionnelle. Donc j'ai mobilisé Emmanuel, mon bras droit. Il était enthousiasmé pour aller sur le terrain arménien. Et donc nous avons fait des études régionales. Et ces études régionales, rappelez-vous, permettaient de réaliser des cartographies pendant les phonétons et télétons, afin de réunir donc des financements extrêmement ciblés sur l'eau, le gaz, les écoles, les hôpitaux, etc., etc. Et lorsque nous revenions avec Emmanuel Abar, nous informions nos amis français d'entreprise avec lesquels nous travaillons tous les jours, de ce que nous faisions. Et vous voyez, ça c'est la solidarité des Français. D'abord l'attachement évident des Français avec les Arméniens, parce qu'ils sont tous des amis arméniens qu'ils respectent. Et donc l'attachement des Français à se dire, pourquoi je donnerais de l'argent uniquement à des villages africains, et pourquoi je ne donnerais pas, et je ne participerai pas moi aussi, à des constructions en Arménie, d'autant que nos amis sont impliqués et réalisent des projets transparents, audités, sans aucun souci de réalisation des projets. Et ça fait donc maintenant quasiment plus de 15 ans que beaucoup de dirigeants d'enseignes avec lesquels nous travaillons, que ce soit le président directeur général de la Grande Récré, mais aussi le président des Galeries Lafayette, Frédéric Ouzet, mais aussi le président de GEF de Bruges, Philippe Jambon, mais aussi le président de Nature et Découverte, François Lemarchand, et d'autres qui se sont enthousiasmés sur ce que nous faisions, qui aiment les Arméniens, qui aiment les projets que nous lançons, d'autant que ce sont des projets pour les enfants et les adolescents. Et donc, ça fait 15 ans maintenant qu'ils y participent. On a inauguré un premier mini-stade. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on se concentrait trop sur les capitales, mais non. On a inauguré un mini-stade à Güzeçartar, un village de 2000 habitants à la frontière azérie, dans une région qui s'appelle Mardouni, dont une partie a été reconquise par les Azéris. On n'est pas loin d'une frontière. Une école maternelle avec tous nos amis. Et là, depuis 3-4 ans, on a fait une collecte pour ce stade français de handball de Stepanakert. Il a été inauguré quand ? Il a été inauguré le 30 mai dernier. Donc on a réuni, c'est un stade qui coûte 150 000 euros. Il nous manque encore 10 000 euros, mais on va compléter avec nos amis. Et donc il vient d'être inauguré avec le match inaugural. Il se situe en plein cœur de Stepanakert, au milieu de toutes les écoles, l'université, donc à une distance de même pas 500 mètres à pied. Nous avons 3000 élèves et étudiants, ce qui est l'objectif des donateurs, d'apporter des équipements aux jeunes. Alors, avec vous, dans ce voyage, il y avait Gilles Itangé-Roux et Thierry Verrier. 2 mots sur ces 2 messieurs qui vous ont accompagné. Alors, Gilles est donateur depuis 15 ans. Et Gilles, c'est son 3e voyage au Karabakh. Il est tombé amoureux de l'Arménie et du Karabakh. Et donc, il est un peu le leader et le moteur de nos groupes d'amis français que nous connaissons tous. Alors, il était au téléphone avec nous, Monsieur Gilles Itangé-Roux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, paraît-il que vous êtes à la fois moteur et animateur de ces donateurs français. Alors, pourquoi vous donnez un projet qui se trouve à 3-4 000 kilomètres d'ici, un territoire qui, a priori, ne dirait pas grand-chose aux Français. Au préalable, parce qu'il faut être fou, et la folie est toujours très créatrice, et c'est pas Michel Foucault qui est là pour le rappeler. Non, tout simplement, aujourd'hui, on est dans un pays qui est extraordinaire, avec des gens terriblement courageux, qui ont survécu à ce qui pouvait paraître comme impensable. Et chaque fois que je viens en Arménie et quand je suis de retour,
Eh bien, systématiquement, on m'a beaucoup donné. Pourquoi on m'a beaucoup donné? Parce que c'est un pays jeune, c'est un pays qui est avec plein d'espoir et qui, sans oublier le passé, s'inscrit dans l'avenir. Donc, le don que je fais, il est 1000 fois rendu. Pas besoin de traitement médical, il y a juste besoin de sentir le pays, de regarder les gens, regarder les villageois, et on se sent très très bien. Alors justement, on a toujours, nous, en tant qu'Arméniens, besoin d'entendre et le plaisir d'entendre un Français faire des compliments, mais franchement et objectivement, que disent ces Arméniens de l'Artsakh, surtout, cette jeunesse? Est-ce que, quand entre Arméniens, on se dit, il y a une jeunesse dynamique, etc., est-ce que vous, objectivement, en tant que Français, vous voyez la même chose? La réponse est forcément oui. Avec Michel, on a été inauguré ce stade à Stepanakert. On a eu le plaisir de dîner avec eux après le match. Et leur projet, c'est il y en a un qui venait d'avoir un petit enfant. Il était d'Erevan et il a préféré vivre avec son épouse un amour dans cette région, on va dire, difficile, voire dangereuse, et tous les autres ont cette attache viscérale de ce pays. Donc, il ne peut y avoir qu'un profond respect. Et puis, je vous dis, pour un monsieur qui a maintenant 60 ans, c'est un élément de vie, l'attachement à son pays, l'attachement à ses frontières, la construction d'une paix durable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'applaudir? Et que vous qui avez déjà effectué 3 voyages en Arménie et en Artsakh, comment voyez-vous le regard des premiers voyageurs, ceux qui partent pour la première fois avec vous, les entrepreneurs français? Est-ce que c'est pour faire plaisir à un copain qui font le voyage avec vous, ou il y a quelque chose au-delà, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, de philosophique, Je crois qu'ils sont surpris parce qu'effectivement, pour beaucoup de Français, l'Arménie, ça reste les événements épouvantables du début du siècle dernier. C'est aussi Aznavour, c'est aussi le tremblement de terre, c'est la fin du communisme. Mais rapidement, et moi le premier, on s'inscrit dans une grande philosophie avec ce philosophe gauche qui a inspiré La Rochefoucauld, qui avant avait inspiré un grand philosophe espagnol en la personne de Balthazar Gracian. Et puis c'est aussi une pratique religieuse, si vous voulez. L'histoire de Grégoire l'Illuminateur est une belle histoire, mais bien plus, c'est une croyance. Et si vous voulez rapidement, ce qui saisit un Français, c'est d'abord une langue, et puis après une écriture, un alphabet particulier. Donc voilà une région, un pays, un peuple qui a réussi à s'affranchir et à conserver son terroir. C'est extraordinaire. Donc je pense que tous les gens, tous les visiteurs qui ne se limitent pas à Erevan tombent amoureux de cette région, et des femmes et des hommes. Merci Gilles Tingerou, quel beau témoignage qui nous fait vraiment très chaud au cœur. Merci beaucoup pour votre donation et votre participation à cette émission. Merci. Je vous en remercie. Passez une bonne journée. Merci à vous. Et donc, nous allons poursuivre avec Thierry Verrier, qui est urbaniste de métier. Alors Thierry, c'est la première fois qu'il venait. Ça faisait longtemps c'est un homme de terrain. Il a dirigé beaucoup de sociétés d'économie mixte en France, voire dans les départements d'outre-mer. Donc, il adore le terrain. Et depuis longtemps, il voulait venir voir le terrain arménien. Et ça a été le cas. Et donc, je vous laisse alors justement, nous sommes également avec Thierry Verrier. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous avez visité vous aussi l'Artsakh, mais également l'Arménie. Commençons par vos visites de Lusadzor, du village de Khachtarak, pour voir un peu que font nos amis du Fonds arménien de France avec les panneaux photovoltaïques et autres. Quelle a été votre impression dans ces villages un peu pauvres où voilà, les gens de la diaspora apportent une contribution? Effectivement, là, ça faisait un contraste important par rapport à ce qu'on avait pu voir
notamment à Erevan, là, qui est une ville moderne et en plein développement. C'est vrai que là, on était un petit peu dans des zones reculées où on a l'impression que tout est à faire. Mais bon, en même temps, on a bien vu qu'il se passait plein de choses, qu'il y avait une vraie dynamique. Bon, ce qu'on a visité là, c'était quand même très très impressionnant en termes de mobilisation, de comment dire, à la fois des moyens financiers du Fonds arménien, mais également des dynamiques locales, des compétences internes et externes. Bon, puisqu'il y avait un expert qui venait de France, là, je pense à la fromagerie, là, où on a pu voir qu'il y avait quand même des choses très très concrètes là qui étaient en train de se mettre en place, avec notamment de l'exportation de fromage vers la Russie, ce qui est quand même pas simple a priori quand on part de rien. Surtout quand on fait concurrence aux entreprises françaises qui peuvent plus exporter. Oui, absolument. Mais bon, aussi avec l'aide de quelque part de partenaires français, puisque l'expert en question il était français lui-même. Donc il y a une dynamique à la fois de concurrence et de partenariat que je trouve très intéressante, quoi. Surtout à l'échelle d'un petit pays comme l'Arménie. Bon, on se dit que les Arméniens n'ont peur de rien pour se mettre sur des marchés qui sont des marchés énormes à partir d'une expérience qui est très limitée au départ, mais qui finalement porte ses fruits, quoi. Alors, qu'en est-il de l'Artsakh? Est-ce que vous avez pu constater une différence dans les approches, les gens, la nature? Quelles sont vos impressions de ce premier voyage? Écoutez, là aussi c'était très contrasté, puisqu'on a pu voir un peu les réussites et les difficultés de l'Arménie et notamment les difficultés que l'Arménie rencontre dans cette région dont le statut est encore très fragile par rapport à l'Azerbaïdjan, là, puisque bon, on sent que la guerre est encore présente, hein. Il y a encore des conflits frontaliers. On voit quand on circule dans les villes, il y a encore des traces de bombardements. Enfin bon, on sent que tout est encore très fragile et tout est en devenir, hein. Ce qu'on a vu là, notamment à Stepanakert, là, quand on a inauguré le terrain de handball et puis l'école, c'était très parlant, puisqu'on était au milieu d'une ville où un certain nombre d'immeubles étaient encore en très très mauvais état, puisqu'on voyait bien qu'ils n'avaient pas du tout été entretenus pendant la période où ils étaient sous domination de l'Azerbaïdjan, et donc il y avait à la fois ce dynamisme qu'on voyait en action à travers l'inauguration des équipements en question, et puis ce poids du passé qui est très présent encore, hein. Mais bon, on sent que ça va dans le bon sens, hein. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'une dynamique, d'une joie de vivre de la population qui est vraiment impressionnante, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le regard que les Français peuvent avoir avec des voisins, des amis, des collègues d'origine arménienne qui sont en France depuis presque 100 ans maintenant, le voyage en Arménie en Artsakh donne une autre idée des Arméniens par rapport à un quotidien, par rapport à leur regroupement sur un territoire, l'utilisation de la langue. Est-ce que vous avez perçu d'autres types d'Arméniens que ceux que vous avez connus, dont Michel Pazumian ici présent? Écoutez, là, c'était une grande découverte pour moi, parce que je connaissais pas du tout l'Arménie. Je connaissais effectivement quelques amis comme Michel d'origine arménienne, mais j'avais vraiment une vision très très superficielle de l'Arménie. J'avais une grande curiosité, mais sans trop savoir ce que j'allais découvrir, et donc j'ai été impressionné, moi, par par cette force, cette joie de vivre, cette force vitale des Arméniens, là, et on sent que vraiment les efforts, les accompagnements là de la communauté, de la diaspora arménienne là sont
sont vraiment utiles. C'est pas, ça a pas l'air de se noyer dans un vaste désert, quoi. On a vraiment l'impression que tout ça, c'est un tout, quoi, entre les efforts que font les Arméniens d'Arménie et puis le travail que fait la diaspora. On sent qu'il y a vraiment une articulation là. Comme on dit, la mayonnaise semble prendre tous les jours, quoi. Moi, j'ai vraiment été marqué par ça, quoi. À la fois l'attachement très fort des Arméniens à leur terre et puis l'attachement très fort de la diaspora à cette terre d'origine. Merci Thierry Verrier pour votre participation et merci Thierry. Nous le savons, Gilles Ittinger-Auroux a déjà fait 3 voyages, vous êtes au premier voyage, mais lui il a reçu une médaille du président de la République d'Artsakh pour comme une récompense pour sa participation, sa contribution. La médaille était donnée Procos. à l'ensemble de la fédération Procos et de la trentaine de dirigeants donateurs. D'accord. Et c'est Gilles qui l'a reçu en tant que membre de Procos. Et moi, je voulais dire à Thierry Verrier que s'il faisait 3 voyages, il allait lui aussi avoir une médaille, mais... pourquoi pas? Pourquoi pas. Bien sûr. Merci. La volonté, la perspective est tout à fait enthousiasmante, donc à suivre. À suivre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Finalement, Michel Pazumian, qui a gagné ce match inaugural? C'est les Français. De peu, mais les Français ont gagné. Alors attention, les Français, ils avaient moyenne d'âge 25 ans, et nos jeunes d'Artsakh, ils avaient moyenne d'âge 17 ans. Donc, je veux dire, il y avait un peu plus d'expérience d'un côté, mais ils se sont bien battus. Alors, rappelons quand même que le crowdfunding se termine le 8 juillet. Et le 8 juillet, c'est dans 2-3 semaines. Et d'ici là, il faudra combler le besoin, 72 000 euros. Il reste à peu près, on va dire, 30 et quelques mille euros. Donc, il faudra que chacun puisse contribuer. Et vous avez été témoin aujourd'hui de toutes ces réalisations, le sérieux, et ça c'est très important, le sérieux du Fonds arménien de France dans ses initiatives, dans sa démarche, dans son suivi, dans sa transparence également. Donc merci de votre contribution. Ça se passe sur la plateforme Helloasso, ou alors vous allez sur le site du Fonds arménien de France, donc fondsarménien.org. Et donc Michel Pazumian, 2 mots sur les 25 années d'existence du Fonds arménien de France, qui a démarré en même temps que le Fonds arménien mondial, un petit peu après. Un petit peu après, à peine. Donc vous êtes là aux racines quand même du Fonds arménien mondial. Il y a eu une quinzaine de rencontres avec les Arméniens de France. Il était important, on aurait pu le faire avant, mais on travaille tous tellement, on est tous des bénévoles tellement mobilisés et pris par le temps. Mais il y a eu cette année, à l'occasion des 25 ans, 25 rencontres dans plusieurs villes du sud de la France, plusieurs villes de la région lyonnaise, plusieurs Paris plus les banlieues. Les associations ont toutes joué le jeu de l'accueil, etc. Il y avait toujours entre 100 et 150 personnes qui ont donc écouté Bedros Terzian, les projections, la manière dont la création du fonds a eu lieu, la montée en puissance. On a commencé avec de l'essence, de l'argent pour envoyer de l'essence pour que les pauvres Arméniens, dans l'hiver 93, puissent se chauffer. Puis les routes pour désenclaver le Karabakh. La route aussi de l'Iran pour que les produits puissent arriver d'Iran puisque les autres frontières étaient fermées, ou la frontière géorgienne anarchique. Et ensuite, on rentre dans le concret des écoles, des dispensaires, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, les Français, nous sommes initiateurs de projets créateurs d'emplois qui sont importants. Donc le photovoltaïque, c'est quand même nous qui l'avons lancé. C'est le Fonds arménien de France. Les autres fonds vont prendre le relais. C'est un projet de grande envergure pour les 10 ans qui viennent et qui peut permettre peut-être d'arrêter la centrale nucléaire un jour prochain, en tout cas de la remplacer par l'électricité propre. C'est très très important.
hein. Et puis l'agriculture pour créer des emplois. Mais aussi les maisons, ce qu'on appelle en France les maisons de la culture, dans les villages, pour permettre d'avoir des salles de fête, à la mairie d'avoir un bureau pour accueillir les citoyens. Oui, dans ces centres communautaires, il y a aussi la salle informatique pour que les jeunes puissent faire de l'apprentissage. Il y a aussi la salle médicale. Le dentiste ou les médecins passent régulièrement, donc les rendez-vous sont pris, etc., etc. Enfin, on équipe, comme a dit Bedros Tazian dans ses 25 réunions, il disait, vous ne pouvez pas savoir... 14 réunions pour le 25e anniversaire. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état de misère l'Azerbaïdjan avait maintenu le Karabakh pendant 72 ans. C'était le Moyen Âge. Donc, nous nous sommes tous mobilisés, les fonds se sont mobilisés, 2/3 des fonds partent au Karabakh. Aujourd'hui, le Karabakh commence à avoir un vrai visage de vie normale. Rafi peut en témoigner puisqu'il vient d'y vivre 6 mois. Nos amis français l'ont vu en 2011, pour Gilles Tingéraud, 2011, 2014, 2018. Ils voient les progrès, les constructions, les améliorations. Je veux dire, il faut voir d'où vient ce pauvre Karabakh et où il est aujourd'hui grâce à nous tous, et y compris vous, la radio, qui nous permettait de passer ces messages au public qui va répondre, j'espère, massivement au crowdfunding en cours. C'est notre devoir, Michel Pazomian. Merci de votre participation. Nos auditeurs comprennent que vous êtes tous des bénévoles dévoués à cette belle cause de la reconstruction de l'Arménie et de l'Artsakh. Merci également Rafi Ekimian. Vous êtes en charge de ce projet solaire donc du Fonds arménien de France. Je remercie également Soulen Kevorkian qui était avec nous, qui est le directeur du Fonds arménien de France. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas Hello Asso ou bien le site fondsarménien.org. À bientôt. Au revoir. Une émission proposée par Hype FM.